Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'introduction aux signaux en régime variable. Cette introduction est en deux parties et sera suivie d'une deuxième vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de vocabulaire et de types de signaux et nous allons présenter deux types de signaux particuliers, à savoir le signal carré et le signal sinusoïdal. Nous enchaînerons sur la deuxième vidéo avec la notion de valeur moyenne et la notion de valeur efficace et le comportement des résistances en régime variable. En régime variable, les signaux sont variables en fonction du temps. Nous pouvons avoir une grandeur physique représentée sur l'axe des ordonnées. Cette grandeur physique peut évoluer et prendre différentes valeurs. Une valeur à un instant particulier, ici T1, est dite une valeur instantanée, Y de T1. Sur des intervalles de temps, delta T ici, nous allons pouvoir faire des calculs de valeurs spéciales caractéristiques des signaux, des valeurs moyennes ou des valeurs efficaces par exemple. Un signal peut être apériodique, c'est le cas général où le signal n'a pas de motif particulier, et il peut être périodique, le signal comporte un motif qui se répète dans le temps à intervalles réguliers appelés périodes. On en parle dans un instant. En régime variable, on utilisera des notations minuscules, et on précisera généralement la variable, donc le temps, U de t, I de t, ou la puissance P de t. Je vais maintenant vous donner des informations particulières sur les signaux périodiques. La première caractéristique d'un signal périodique est sa période. Un signal périodique possède un motif qui se répète au bout d'un temps t appelé période. Si on représente un signal d'exemple en fonction du temps, ce signal évolue et l'on voit que nous avons un motif et la durée de ce motif s'appelle donc la période. À l'intérieur de ce motif particulier, dans l'exemple, on voit que l'on a un sous-motif qui se répète. Ça peut arriver, on appelle ça une pseudo-période. La pseudo-période est un terme plus générique et qui concerne aussi des signaux en phase transitoire, des signaux qui ne sont pas encore établis. On verra ça dans la suite du cours. Donc on pourra noter Y de t égale Y de t plus grand T, ce sera la même valeur. D'autres caractéristiques très importantes des signaux périodiques, j'ai représenté ici l'exemple d'une tension périodique petit u. Un signal peut comporter une composante continue ou une valeur moyenne. C'est en fait une valeur continue autour de laquelle peut être centré le signal. Cette valeur moyenne va se noter entre crochets. On peut aussi retrouver des notations de type U indice 0. Et tout signal périodique comporte une deuxième partie qui s'appelle une composante alternative qui, elle, varie en fonction du temps autour de la valeur moyenne. Cette composante se note avec un petit tilde sur le dessus de la tension. On peut donc dans ce cas-là toujours écrire que tout signal périodique est la composition de ces deux grandeurs, la valeur moyenne ou composante continue, additionnée à la composante alternative. Un signal est dit alternatif si sa valeur moyenne est nulle, donc s'il est centré autour de 0. Une autre caractéristique est donc la période en secondes dont on vient de parler. Cette période nous conduit à la notion de fréquence. La fréquence c'est l'inverse de la période, ou la période c'est l'inverse de la fréquence. Un signal à la fréquence f va se répéter f fois par seconde. L'unité de la fréquence est le Hertz, qui est équivalent à l'inverse des secondes. Le Hertz a été donné en hommage à Heinrich Hertz, qui fut un physicien allemand né en 1857 et décédé en 1894. Il est célèbre pour avoir découvert les ondes électromagnétiques, ou ondes hertziennes. Il est aussi célèbre pour avoir vérifié expérimentalement l'hypothèse de Maxwell de 1864, selon laquelle la lumière a un comportement d'onde électromagnétique en plus d'avoir un comportement corpusculaire. Jusqu'à maintenant, on a étudié les circuits électriques en régime continu. Un signal continu, c'est un signal qui n'évolue pas dans le temps. La fréquence d'un signal continu est nulle. On peut aussi définir l'amplitude du signal, qui est la hauteur du signal, à partir de sa valeur moyenne. Cette valeur d'amplitude se note généralement avec un accent circonflexe. On lui attribue aussi généralement une lettre majuscule. Et puis, on va aussi définir ce qu'on appelle l'amplitude crête à crête, ou peak to peak en anglais. C'est l'amplitude de la valeur la plus faible à la valeur la plus haute du signal périodique. On note généralement ça avec un indice PP pour peak to peak. On utilise rarement l'indice CC, crête à crête, parce qu'on peut confondre avec court-circuit. Quelques exemples de signaux souvent utilisés. Le signal sinusoïdal dont on parlera plus en détail dans un instant.
le signal carré qui est composé de deux valeurs, une valeur haute et une valeur basse, et dont on détaillera les caractéristiques aussi dans un instant. On pourra aussi utiliser le signal triangulaire qui pourra nous servir dans certaines manipulations en électronique. Dans les signaux apériodiques, on peut isoler quelques signaux transitoires, notamment l'impulsion, l'échelon ou échelon divide. Donc l'échelon a deux valeurs, c'est un peu un zoom sur la transition d'un signal carré si vous voulez. On va avoir une transition entre une valeur puis une autre, et la valeur après la transition sera conservée. Et enfin la rampe qui est la progression linéaire de la valeur du signal avant de retomber à zéro. Je vais vous parler de deux exemples de signaux très utilisés, le signal carré puis le signal sinusoïdal. Le signal carré est un signal périodique, on l'appelle aussi signal rectangulaire. Il a deux valeurs ou deux états, un état haut et un état bas. Sur une période, on peut définir le temps à l'état haut et le temps à l'état bas. Et la somme de ces deux temps est égale à la période. On définit aussi le rapport cyclique, qui est le rapport du temps à l'état haut sur la période. Le rapport cyclique est une valeur qui est comprise entre 0 et 1, et est égal à TH, donc le temps à l'état haut, divisé par la période. On peut aussi remplacer la période par TH plus TB dans cette formule, ça dépend les données que l'on a sous la main pour faire ce calcul. Ce signal est aussi très utilisé dans les domaines de l'électronique numérique ou de l'informatique embarquée pour transmettre des informations dans un monde binaire où les données sont codées sur des états fixes de tension. Et donc on va pouvoir transmettre les informations grâce à des signaux de ce type. Je vais maintenant vous parler du signal sinusoïdal. Basiquement, une sinusoïde est une fonction mathématique, le sinus ou le cosinus, relié au cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, je vous rappelle en mathématiques, c'est un cercle avec deux axes, et ce cercle a un rayon de 1. Sur ce cercle, je peux tracer un vecteur, ou un point, qui forme un angle phi avec l'axe des abscisses. La projection de ce point sur l'axe des abscisses est appelée le cosinus en mathématiques. On va donc avoir cosinus de phi. La projection de ce point sur l'axe des ordonnées est appelée le sinus. On va donc avoir sinus phi. Ce point, on va le faire tourner avec une certaine vitesse angulaire ou pulsation oméga. Cette vitesse, cette pulsation est exprimée en radians par seconde. On va avoir un angle qui va évoluer en fonction du temps, donc radians par seconde. La phase instantanée, donc l'angle que je viens de définir phi, peut être calculé en fonction de cette vitesse. Phi de t est égal à oméga, la vitesse, multipliée par le temps. La rotation du point est périodique. La période, c'est un tour. Une fois que le point fait un tour, on revient au point de départ. Un tour, c'est 2π. Donc l'angle phi, 2π, correspond à oméga fois la durée de la période, grand T. On peut donc écrire que la période, c'est 2π sur oméga, la vitesse angulaire, la pulsation. Et puis la fréquence, c'est l'inverse. F égale oméga sur 2π, ou on peut aussi écrire oméga égale 2πf. Ça, c'est la base du fonctionnement du signal sinusoïdal sur le cercle trigonométrique. Maintenant, si on prend ce même point qui tourne, et qu'on va représenter les valeurs du cosinus et de sinus en fonction du temps. Prenons l'exemple d'une tension qui n'a pas une amplitude de 1, mais une amplitude U. Nous avons un axe des abscisses que nous allons graduer dans un premier temps en angle, et nous ferons l'association de l'évolution de l'angle en radian avec l'évolution du temps. Et les valeurs du cosinus, qui évoluent entre moins U et plus U, peuvent être représentées. Donc on voit qu'à l'instant 0, le point est sur l'axe des abscisses, et donc la projection est égale à grand U. Lorsque le point tourne, la projection en cosinus diminue. À l'angle π sur 2, le point est à la verticale, et la projection sur l'axe des abscisses est égale à 0. Le cosinus passe désormais en négatif sur la suite de la rotation. Lorsque le point a tourné d'un angle π, nous avons une valeur de moins U, et ainsi de suite lorsque le point tourne. Je le disais, la rotation étant périodique, 2π est égal à la période, grand T, et la moitié de la période, T sur 2. On peut aussi représenter le sinus, dont la projection au point de départ est nulle, puis évolue en fonction du temps. Le signal U de t va donc être noté grand U cosinus phi de t plus phi 0. Alors phi 0, pour l'instant il est égal à 0, j'en dis un mot dans un instant. On peut remplacer l'angle phi de t par oméga t, comme on l'a dit précédemment, ou par 2πft.
Alors l'écriture avec ωt ou depuis ft va être préférée puisqu'on fait apparaître directement la pulsation ou la fréquence du signal dans cette écriture. Φ0 est appelé la phase à l'origine, c'est le point de départ de l'évolution du cosinus ou du sinus. Sur l'exemple du signal dessiné en bleu, Φ0 égale 0, le point de départ était fixé à un angle nul. Si on fixe le point de départ à un angle positif, eh bien le cosinus va avoir une valeur qui va être différente et va être décalée dans le temps. On dit que le signal vert ici U1, avec un Φ0 positif, est en avance sur U. Si on regarde l'axe des temps, le signal U1 passe à 0 avant le signal bleu, le signal U. Si on regarde un maximum aussi, eh bien on voit que le signal vert, le signal U1, atteint son maximum avant le signal bleu, le signal U. Donc il est en avance. On peut aussi dire que U est en retard sur U1. C'est deux termes de vocabulaire que l'on va utiliser. Autre terme de vocabulaire, lorsque le déphasage entre deux signaux est égal à plus ou moins π sur 2, on dit que les signaux sont en quadrature de phase. Notez qu'un déphasage de moins π sur 2 sur un cosinus revient à obtenir un sinus. Lorsque le déphasage entre deux signaux est égal à plus ou moins π, on dit que les signaux sont en opposition de phase. C'est très facile à voir l'opposition de phase, les deux signaux sont complètement inversés, l'un égale moins l'autre. Notez aussi que dans le cas d'un signal sinusoïdal, l'amplitude crête à crête est égale à 2 fois l'amplitude. On pourrait alors écrire que U de t égale UPP sur 2 fois cosinus ωt. Le réglage de l'amplitude des sinusoïdes sur certains appareils, des générateurs basse fréquence de laboratoire, se fait sur l'amplitude crête à crête. C'est un piège puisque parfois on ne fait pas attention et on peut régler 2 fois l'amplitude que l'on souhaite avoir. Voilà pour cette introduction sur les signaux en régime variable. Nous avons parlé de beaucoup de termes de vocabulaire et nous avons aussi parlé de la valeur moyenne dont je n'ai pas expliqué le calcul. Le calcul de cette valeur moyenne et d'une autre valeur qu'on appelle la valeur efficace est expliqué dans la vidéo suivante, la deuxième partie de l'introduction, dans laquelle on aura aussi des exercices sur ces calculs. Portez-vous bien!